Très bien, mon nom est Bernard Drillon. Je suis entré chez les Launes en 1971 dans la Meute Saint-François et j'ai quitté les Launes en 1991 après 20 ans de bons et loyaux services. Alors je fais mon CV rapido parce que c'était une longue histoire, mais effectivement la Meute Saint-François dans les années 70, la troupe des Preux. Ensuite j'ai été assistant louveteau à la Meute Saint-François, retour aux sources de mes premiers amours chez les Launes. Ensuite j'ai été intendant chez les Gueux, assistant chez les Gueux, responsable des troupes, et j'ai terminé ma carrière donc, comme responsable des troupes en 1971. Donc 20 ans de campisme quasiment chaque année dans les tentes alpino. Voilà. Et mon totem est Serval diligent. Alors moi j'aime bien une définition qui a été donnée par Baden-Powell lui-même, c'est l'éclaireur au fond des bois. Et j'aime beaucoup cette définition parce que ça résume un petit peu bien cette philosophie. D'abord, l'éclaireur, ça veut dire un mouvement de jeunesse qui fait grandir, qui évolue. Et au fond des bois, parce qu'il y a une dynamique aussi très proche de la nature. Et en fait, cet éclaireur au fond des bois, je le relie à pour ce qui me concerne, à une citation, une philosophie du poète Pindare. Pindare est un poète grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et j'aime bien ce qu'il dit, c'est que c'est « deviens ce que tu es quand tu l'auras appris ». Donc, deviens ce que tu es quand tu l'auras appris. Et je pense que le scoutisme répond à cette attente. Deviens ce que tu es. Le scoutisme, ce sont les prémices de la découverte de ce que l'on est quelque part dans sa propre identité. Et quand on l'aura appris, parce que le scoutisme est une pédagogie d'apprentissage, on apprend à se découvrir soi-même, à grandir, on apprend l'autonomie, on apprend la responsabilité, à servir d'autres. Et donc je trouve que cette formule de ce poète est vraiment, je dirais pour moi, l'essence même de l'ADN du scoutisme. C'est vraiment devenir ce que l'on est au travers d'un apprentissage, de grandir pour devenir un adulte. Et je pense que c'est un petit peu ça la vocation et la particularité de ce mouvement scout. Il y a un truc amusant dans le scoutisme, c'est un insigne que Baden-Powell a instauré au tout début de son mouvement, qui est la fleur de lys. En fait, Baden-Powell a créé, après Mafeking, sa fameuse victoire militaire, on lui a demandé de créer la gendarmerie sud-africaine. C'est une longue histoire, mais pour donner un insigne à cette gendarmerie de scoutisme militaire, il avait donné comme insigne la fleur de lys. Et la fleur de lys, c'est en fait le symbole d'une boussole, c'est le nord. Et ce qui est intéressant puisque on parlait des fondamentaux, les points cardinaux du scoutisme, c'est que si on peut le résumer à de nombreux niveaux, mais je dirais que s'il faut prendre 4 points cardinaux, il y a l'autonomie. Et le grand succès de cette formule, c'est de donner aux jeunes l'autonomie de se développer eux-mêmes. Il y a la responsabilité, il y a la créativité et l'aventure. Voilà, je dirais que pour résumer, ces 4 fondamentaux, ces 4 points cardinaux qui ont fait qu'à l'époque de Baden-Powell, ce mouvement embryonnaire a pris une amplitude considérable parce qu'il a vraiment libéré une jeunesse très corsetée à son époque. Là, on parle du début de l'après-guerre. Et donc, en fait, ces fondamentaux-là ont été vraiment un vecteur de propagation et d'enthousiasme dans la jeunesse qui a créé... Ils étaient 20 en 1907 à Brøndby, qui était le camp pilote de Baden-Powell. Ils en sont des millions aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre et ça continue, que s'il n'y avait pas ces fondamentaux, ce mouvement peut-être se serait essoufflé comme il y a eu d'autres mouvements qui ont disparu dans les affres de l'histoire, je dirais. La création des Launes, c'est en 1920. Mais de l'eau a coulé sous les ponts entre la création à Brøndby, l'île de Brøndby en 1907, et 1920, la création ici de ce mouvement Laune Scout. En résumé, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était un camp pilote en 1907, la pédagogie scout commence à se mettre en marche, je dirais. Après la guerre, ce mouvement, on peut vraiment dire que c'est un mouvement qui a eu un succès considérable auprès de la jeunesse en Angleterre et qui s'essaime comme des champignons au printemps. C'est incroyable. Il y a eu vraiment un enthousiasme énorme en Angleterre d'abord. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, le scoutisme arrive en Belgique d'après-guerre, c'est assez amusant, par des expatriés anglais qui arrivent ici en Belgique, qui travaillent en Belgique et qui connaissent les prémices de ce mouvement, leurs enfants, dans les collèges ou dans leur ville, essaiment
ce mouvement et qui commence par petits embryons et qui commence d'ailleurs par des petits groupes. C'est le concept de la patrouille. Parce qu'avant que les troupes ne se forment, il y a d'abord la patrouille. Je ne sais pas si on se souvient de la fameuse bande dessinée La patrouille des castors. En fait, la patrouille des castors, c'est vraiment une patrouille autonome. C'est 5 copains de collège ou d'école ou de paroisse qui se mettent ensemble et qui forment le scoutisme en stand-alone, si j'ose dire. Stand-alone, eh bien, ça me permet de faire le lien avec les Launes. Donc, en fait, dans les années 20, lorsque l'abbé Atout, en fait, entend parler de cette méthode, mais entend parler, c'est vraiment par le bouche à oreille, c'est vraiment totalement nouveau encore en Belgique. Enfin, ça se développe, mais c'est quand même tout à fait marginal, je dirais, à ce moment-là. Il en entend parler par d'autres collègues dans les écoles, et il se rend compte qu'en fait, cette pédagogie d'histoire, d'aventure, d'autonomie parle énormément à ses élèves probablement ici de l'abbatiale, qui dans 1920, ne rentrent jamais chez eux ou rentrent que tous les 3 mois, sont vraiment confinés, si j'ose dire, c'est le moment possible pour le Covid, sont confinés dans les murs de l'école et qui ont besoin d'oxygène. Et ils se rendent compte par ces histoires qu'il y a un champ d'aventure, d'autonomie qui est très intéressant pour libérer, pour donner cet élan à ces jeunes. Et c'est comme ça qu'ils se renseignent à gauche et à droite et qu'effectivement, il va créer ce mouvement de jeunesse. Et comme, évidemment, ces étudiants de Maretsou sont isolés par rapport au scoutisme embryonnaire des paroisses, des écoles, des villages, il les appelle dans la filiation anglaise les Baden-Powell Lone Scouts, qui sont des scouts isolés, pas parce qu'ils ont été isolés, ils sont isolés géographiquement par rapport à ce mouvement qui essaime dans les villes. Et donc c'est comme ça qu'il a cette idée de créer en fait une troupe scout à Maretsou et qu'il appelle les Lone Scouts. Ce qui est intéressant également, et ça fait partie de l'histoire du scoutisme, c'est que le premier Lone Scout, le premier Lone qui fait sa promesse, en 11 juin, si je ne m'abuse, ou le 12 juin 1920, je pense qu'il s'appelle Jean Noton, je peux me tromper, mais il faudrait vérifier. En fait, les archives montrent qu'il a écrit cette promesse sur une écorce de bouleau. Et il dit, moi, Jean Noton, je m'engage, je fais ma promesse de devenir Lone Scout. Et en fait, cette écorce de bouleau n'est pas tout à fait innocente. Pourquoi ? Il faut savoir que lorsque Baden-Powell a créé son mouvement, il n'a pas créé son mouvement comme d'un coup de baguette magique comme ça. Ça a été un long processus. Il s'est inspiré d'autres mouvements de jeunesse de son époque et notamment, il a été fort influencé par un auteur anglo-américain qui s'appelle Ernest Seton, qui avait créé dans les années 1900, en 1904-1905, donc avant Bronsey, un mouvement en Amérique du Nord. Et ce Seton était un naturaliste qui était passionné par le mode de vie des Amérindiens. Il était fasciné par les Indiens qu'on voit dans les westerns, pour simplifier. Mais pas les westerns, mais surtout leur mode de vie, leurs pensées, leur mythologie. Et ce Ernest Seton avait écrit un bouquin qui s'appelle, je vais le dire en anglais, c'est The Beach Bark Roll of Indian Woodcraft. En français, c'est la barque du rouleau de bouleau du woodcraft indien. Alors, je ne sais pas si ce boulot fait référence à cette fameuse promesse de Jean Noton, mais moi je suis convaincu que lorsque le père Atout structure son mouvement, il va puiser dans différentes influences et qu'effectivement, cette Seton qui a influencé Baden-Powell, eh bien évidemment, cette légende aussi indienne de l'écorce de bouleau, forcément, ou bien c'est un pur hasard que ce premier scout a trouvé ici, dans la forêt, une écorce de bouleau, mais je pense qu'il doit y avoir un lien, une filiation avec ces premiers scouts, je dirais. Et donc c'est assez émouvant aussi de voir ce qui montre bien toutes les influences au début et que le père Atout ou l'abbé Atout a récupéré ce qu'il trouvait pour étayer, pour amplifier son mouvement. Il faut avoir une vue objective. Alors, il faut bien savoir que Baden-Powell était un anglican, que les anglicans sont antipapistes,
historiquement parlant, puisque la reine d'Angleterre est la chef de l'Église anglicane et qu'historiquement, ce mouvement a fait sécession, un schisme avec l'Église de Rome. Et que donc, évidemment, pour les catholiques de l'époque, mais 1920 c'est déjà un peu moins fort, un anglican, en plus, on disait à l'époque, il y avait des soupçons qu'il puisse être franc-maçon. Donc, ce qui explique aussi que, pour répondre à la question, c'est que lorsque le scoutisme arrive en Belgique et en France, les premiers qui sont réticents à ce mouvement d'émancipation, c'est plutôt l'Église catholique. Parce qu'ils se rendent compte que d'une part, il y a ce côté anglican, peut-être franc-maçon, et que plus fondamentalement, c'est une pédagogie qui vient se mettre sur la terre d'évangélisation et d'apostolat du patron des jeunes qui sont dans les cadres des paroisses ou qui sont dans le cadre des écoles chrétiennes, pour le coup. Et donc, il a fallu un certain temps pour que ce mouvement étranger soit accepté, soit adoubé. Et en fait, ce qui est intéressant également, c'est que c'est un père jésuite, le père Sévin, qui est un Français, qui a senti, qui a compris toute la puissance évangélique, si j'ose dire, d'apostolat pour cette jeunesse, et qui a récupéré, dans le bon sens du terme évidemment, ce mouvement anglais, et qui lui a dépoussiéré de son côté anglican, et qui l'a rendu plus acceptable en tout cas. Et du coup, l'Église catholique romaine a ouvert ses bras largement à ce mouvement. Donc, ce qui veut dire, pour revenir à la question, que lorsque le père Atout emmène ses ouailles en Angleterre, effectivement, je crois que c'est en 1929 qu'il y a cette fameuse rencontre, je dirais que le scoutisme belge est tout à fait intégré au scoutisme international et qu'il n'y a pas du tout de... Donc le père Atout et ses successeurs, et c'est tous ceux qui vont continuer ce mouvement Laune, vont bien sûr rentrer dans les pas de Baden-Powell, si bien évidemment que le mouvement Lone Scout s'appelle Baden-Powell Belgian Lone Scout. Et qu'il faut savoir aussi qu'après la guerre, la guerre était une catastrophe pour le mouvement scout. Pourquoi? Parce que la plupart des premiers cadres, des premiers chefs de cet embryon de scoutisme sont morts à la guerre. Donc en fait, Baden-Powell s'est retrouvé après-guerre avec tous ces jeunes chefs qui avaient démarré le mouvement. Beaucoup sont décédés à l'Isère ou ailleurs. Et donc, il a fallu restructurer son mouvement et il a créé une école de formation, enfin pas une école, mais un centre de formation qui s'appelle Gilwell Park en Angleterre. Et toute la génération de futurs chefs français, belges, italiens, de toute nationalité, vont aller à Gilwell Park pour aller se former, je dirais, faire un master, si on peut dire, un master en scoutisme pour devenir master chef, c'était comme ça l'appellation qu'on disait. Et il montre que les Belges qui sont allés en 1929 à Windsor font partie également de ce courant qui allait se former à la source. Et donc, c'est évident que l'abbé Atout a continué, a mis ses pas, je dirais, pédagogiquement parlant, dans ceux de Baden-Powell. Les premiers cadres, enfin quand on appelle cadres, disons les premiers master chefs qui ont été formés à Gilwell justement, notamment la famille Briffaut. En fait, tous ces anciens Launes ont essaimé également et beaucoup sont devenus des responsables importants de la fédération des scouts de l'époque. Donc, ils sont devenus, à l'époque, on appelait ça, il y avait des commissaires. Et donc, beaucoup de ces anciens, de ces premiers jeunes, parce qu'ils avaient une vingtaine d'années aussi, ces premiers chefs Launes, en fait, soit sont restés dans le mouvement, soit dans l'unité, soit ont fondé eux-mêmes d'autres troupes, d'autres scouts. Par exemple, un des premiers Launes, Henri Briffaut, a fondé les troupes de Saint-Michel. Il y en a beaucoup comme ça. Donc en fait, les Launes ont servi de pépinière, comme on dit souvent, de pépinière de chefs à de nombreuses unités en Belgique. Et donc ils ont servi le développement du scoutisme en Belgique de manière générale. Je pense qu'Étienne Banot était d'abord un laïc, et puis il est devenu, je pense, aumônier plus tard, si je ne m'abuse, je peux me tromper. Et donc effectivement, dans l'historiographie des grands aumôniers, peut-être qu'il est passé entre deux soutanes, si j'ose dire. Mais effectivement, il y a eu de nombreux aumôniers
qui ont marqué l'histoire de l'Aulne. J'en voudrais en citer un qui est plus récent. Évidemment, il y a le fondateur, l'abbé Atout, et puis d'autres qui lui ont succédé. Mais un qui a été très important, j'irais dans les années 70 à les années 90, donc les 30 dernières années, avant le père de Vos, avant Fan Enzyme, si je ne m'abuse, c'est l'abbé Anquet, Pélican impérial. Et Pélican impérial est un des piliers comme aumônier du mouvement l'Aulne. D'abord par sa longévité, je pense qu'il est resté aumônier pendant presque une trentaine d'années. Et aussi parce qu'il avait une personnalité extrêmement forte. C'était un prêtre qui avait fait toute une partie de sa carrière de prêtrise en Chine, au moment où la Chine était envahie par le Japon. Il a été prisonnier dans les camps de concentration. Il est revenu ici en Belgique et c'était un ancien scout d'une unité de Liège et il a été un des grands aumôniers des années 70-80, avant le père de Vos. Mais je dirais qu'il est dans la grande tradition de tous ces aumôniers qui ont poursuivi, chacun à sa façon, d'encadrer le mouvement comme aumônier. Alors je dirais qu'il y a un grand paradoxe dans cette unité. C'est une unité effectivement qui a 100 ans, qui a vu passer des générations de jeunes en culotte courte et puis en pantalon, vraiment plusieurs générations. Et effectivement, il y a eu toute une époque où en fait il y avait des traces écrites de tout ça. D'ailleurs, il y a toute une époque effectivement où les scouts racontaient leur parcours scout dans ce qu'on appelait également dans les patrouilles des talis, qui étaient vraiment des récits biographiques de ce qui se passait. Tout ça s'est perdu avec le temps parce que c'est une unité qui était une unité importante et qui était un peu une unité, contrairement à beaucoup d'autres unités, et ça c'est dans les racines historiques, était isolée sur un plan géographique, donc il n'y avait pas de point central d'ancrage où on pouvait stocker les archives ou stocker la plupart des unités sont des unités, en Belgique, il y en a énormément, qui ont des lieux d'ancrage où tout le monde se rassemble le dimanche, où on met les archives, voilà. Or, les l'Aulne, forcément, étaient éclatés dans toute la Belgique, et donc, ça veut dire que la tradition est une tradition orale, et que chaque chef d'unité, chaque aumônier a transmis souvent ses propres expériences, en étant fidèle, évidemment, à ce qu'il avait lui-même ressenti dans les années précédentes. Et donc, il y a une chaîne de transmission, une chaîne de transmission orale qui a perpétué ces fondamentaux du scoutisme, qui est resté aussi, je dirais, un peu, surtout dans les années 70, qui sont les grandes années de remise en question du scoutisme, dans la foulée des années, des années 68, où le scoutisme a été perçu beaucoup comme un mouvement un peu militariste, un peu ringard, un peu has-been. On se moquait beaucoup du scout, faire sa BA. Le boy scout était devenu une forme de caricature un petit peu. Enfin, en tout cas pour ceux qui n'adhéraient pas à ce mouvement. Et les l'Aulne ont gardé le fait d'être un peu isolés, quelque part, ils sont restés aussi un peu imperméables à tous ces mouvements et ils ont gardé un scoutisme, disons, traditionnel, dans le bon sens du terme. Ça veut dire, dans le bon sens du terme, ça veut dire, pour ma part et pour l'avoir vécu, je dirais un scoutisme de qualité où les fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, d'autonomie, d'aventure, d'inventivité, de responsabilité, d'engagement, sont restés très forts, mais avec sans se prendre trop au sérieux. C'est-à-dire en étant relativement, je dirais, relax, avec, je dirais, presque, pour moi qui l'ai vécu pendant presque 20 ans, ce côté un peu second degré du scoutisme anglais. Ça veut dire, bien sûr, on fait les choses bien, on fait les choses de qualité, on s'engage, mais on est quand même, ça reste un mouvement de jeunesse dans lequel il y a il est strict sans vraiment l'être. Donc ça, je crois que c'est une tradition qui s'est poursuivie au fil des années et que les chefs d'unité, les aumôniers, pour répondre à cette question de la transmission, ont gardé comme pilier de dire on a un scoutisme de qualité, on le fait de manière sérieuse, mais sans se prendre au sérieux nécessairement. Et ça, je pense, c'est une très grande différence avec certains scoutismes, notamment en France, qui sont devenus très, très, je dirais, plus sectaires, de mon point de vue, qui ont des bonnes bases, bien évidemment. Et je crois que c'est aussi le succès de ce mouvement l'Aulne, d'avoir justement gardé les fondamentaux, mais je dirais sans se prendre trop au sérieux. Et je crois que c'est fondamentalement, de mon point de vue, l'esprit de Baden-Powell
qui était un homme assez facétieux quand même, et qui aimait bien que les choses soient bien faites. C'est un ancien militaire, mais ne voulait pas non plus tomber dans quelque chose de trop militariste. Et donc je crois qu'on a gardé quelque part, malgré dans ses 100 ans, une fidélité à sa pédagogie et à un esprit, je dirais, presque un peu anglais. Donc dans les années 70, donc dans la foulée justement des grandes remises pédagogiques, que ce soit à l'école ou disons l'autorité, le principe d'autorité verticale a été remis en question dans beaucoup de domaines, et notamment dans les mouvements de jeunesse. La Fédération des scouts catholiques de l'époque a opté pour une idée qui était de dire fondamentalement, eh bien en fait on doit aller vers un scoutisme où le scout, le louveteau, l'éclaireur est au centre de la relation et en fait décide en partenariat avec ce qu'ils ont appelé les animateurs, en fait décide de ce qu'il a envie de faire. Donc je dirais que c'était une pédagogie, ça s'appelle la pédagogie du projet, où chaque unité, chaque groupe, définissait lui-même en fait ce qu'il voulait faire de son scoutisme, pour simplifier. C'est aussi l'époque de la mixité, hein, où les scouts s'ouvrent à des staffs mixtes. Il y a des nouvelles expériences pédagogiques qui sont faites et qui sont encadrées par ces pédagogues, je dirais, de la FSC. Du côté Laune, évidemment, la plus grosse unité en membres essaye de naviguer entre, je dirais, ces nouvelles formes de pédagogie et un respect ou une tradition de ce qu'elle était. Donc il y a une sorte de zone de crête. Le mouvement Laune n'est pas insensible à ces nouvelles formes de pédagogie, mais je dirais veut rester autonome par rapport à une pédagogie qui s'impose partout, je dirais, de facto, et qui est, entre guillemets, imposée par la FSC. Et donc, c'est pour ça que le mouvement Laune va rester, oui, pour le coup, isolé au premier sens du terme, dans pas mal de ces initiatives, partant du principe qu'en réalité, son modèle de fonctionnement, dans lequel la patrouille prend beaucoup d'importance, dans lequel il y a justement ces chefs sont des référents, mais se prennent pas au premier degré non plus, donc il y a une sorte de respect mutuel. Donc en réalité, cette autonomie de fonctionnement, ce mélange des genres fonctionne assez bien dans la pédagogie Laune, et donc les responsables de l'époque, les chefs d'unité et aumôniers en l'occurrence, ne se sont pas sentis obligés, entre guillemets, de se dire bon, on change complètement le modèle, parce que quelque part on considère que ça fonctionne bien et que nous sommes fidèles aux valeurs du scoutisme, justement avec cette antériorité, cette filiation du scoutisme Baden-Powell, et que fondamentalement il n'y a pas de raison réellement de changer une équipe qui gagne, si j'ose dire, sans être tout à fait, fermé à des évolutions, mais ces évolutions se feront progressivement également. Mais je crois qu'ils sont restés, pas en autarcie, mais relativement, à faire des choix par rapport à ce que la FSC voulait imposer à l'ensemble du mouvement scout en Belgique. En 1907, lorsque Baden-Powell crée ce mouvement de jeunesse qui s'appelle les scouts, ce sont des éclaireurs, il pense d'abord à des garçons. Parce que c'est son premier camp, c'est uniquement des garçons, et sa tranche d'âge, c'est 12-17 plus ou moins. Et comme ce mouvement a un succès considérable, en fait, ce qui est assez émouvant, c'est que dans des tout premiers rassemblements, je crois que c'était en 1900... Enfin, avant la Première Guerre mondiale, il y a un premier grand rassemblement à Londres, à Crystal Palace. C'est une espèce de grande, une sorte de SL local, si j'ose dire. Et ils sont déjà, je pense qu'ils étaient presque 17 000. Il y a une espèce de grand défilé de ces premiers scouts. Ils étaient 20 en 1907, hein, donc voir la progression considérable, l'enthousiasme. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'en fait, donc, ils défilent, ces scouts défilent. Parce qu'évidemment, donc il y a une tribune avec le roi, il y a Baden-Powell, il y a tout son staff. Et en fait, il y a un assistant ou un collègue qui est de Baden-Powell qui dit « Tiens, regarde un peu là ». Et en fait, il se rend compte que sous le chapeau scout, il y a des filles.
Et pourquoi? Parce que pour une raison tout à fait simple, c'est que les sœurs de ces garçons qui étaient scouts disaient à leurs frères et à leurs parents, moi je ferais bien aussi du scoutisme. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas du scoutisme. Ça m'amuse, c'est gai. Voilà. Ces filles avaient la même envie de faire de l'autonomie, de sortir de leur cadre. Et donc, en fait, elles avaient pris des chapeaux scouts et crânement, comme on dirait, elles défilaient avec les garçons. Il y avait une petite poignée. Et c'est d'ailleurs la sœur de Baden-Powell, il s'appelait Agnès, qui lui dit « Mais Robert », parce qu'il s'appelait, son prénom c'était Robert, « Robert, tu dois faire quelque chose pour les filles ». Et c'est comme ça qu'il se dit « Ben oui, dans le fond, il n'y a aucune raison d'exclure les jeunes filles du mouvement ». Et donc c'est comme ça que les Girls Guides, comme on les appelait au début, ont été créés. C'est la sœur de Baden-Powell, Agnès, et puis ce sera sa femme, Olève Baden-Powell, qui perpétuera. Mais donc dans la même foulée, lorsque les sœurs qui avaient la même tranche d'âge, 12-17 grosso modo, pour dire quelque chose, ont dit, mais nous on joue le jeu, play the game. Les plus jeunes garçons qui voyaient leurs grands frères partir au camp se disaient, bien pourquoi, parce que moi j'aimerais bien aussi, je m'embête à la maison, mais je voudrais bien faire quelque chose aussi. Il s'est dit, bon, mais moi, Baden-Powell, sentant qu'il y avait cet enthousiasme pour des plus jeunes, il s'est dit, bon, on va faire quelque chose. Il avait un ami de son père avec lequel il avait gardé de bons contacts, qui s'appelle Rudyard Kipling, le grand auteur anglais. Et il a été voir Kipling et il lui a dit, bon, tu as écrit, je résume, mais le livre de la jungle, ça pourrait être un bon terreau pour créer un mouvement pour les plus jeunes. Et c'est comme ça que les louveteaux ont été créés, donc la tranche d'âge, disons, 8-11, 8-12, ont été créés assez rapidement, après-guerre, si je ne m'abuse. Et évidemment, sans surprise, si les jeunes garçons ont dit « moi je ferais bien aussi quelque chose », les jeunes plus filles ont dit « on ferait bien la même chose aussi ». Et là, Baden-Powell a demandé à Agnès, sa sœur, et à des amis de sa sœur de créer un mouvement qui vont s'appeler les lutins. En anglais, d'ailleurs, les lutins s'appellent les brownies. Et pourquoi les brownies? Parce qu'en fait, il y avait une sorte d'Harry Potter de l'époque, une sorte d'auteur pour la jeunesse de l'époque, qui avait écrit plusieurs nouvelles qui parlaient de lutins dans les bois. Et alors, il y avait des animaux, c'est un peu il y avait la grande chouette dans la forêt. Il y avait de nouveau un terreau pédagogique intéressant. Et donc, ces lutins, les brownies in the wood, et c'est comme ça que les lutins ont été créés. Alors, pour en revenir après à ces branches, donc quand BP a créé son centre de formation à Gilwell Park, eh bien effectivement, il formait les futurs chefs et il a créé une nouvelle branche qui s'appelle les Rovers, qui sont les routiers. Donc c'était la branche qui était la branche de jeunes adultes qui terminaient leur parcours scout et qui voulaient encore faire quelque chose ou qui étaient déjà aussi une pépinière de futurs chefs. Donc il a créé ce qu'on appelle en Belgique les routiers ou les éclaireurs, enfin pas les éclaireurs mais les pionniers. Voilà, les pionniers, c'est l'équivalent en français des Rovers. Et donc ça, ce sont les branches fondatrices. Donc Baden-Powell en fait avait créé toute cette panoplie, je dirais. Et donc en Belgique également et en France, ces branches se sont perpétuées. La branche auquel il n'avait pas pensé à son époque et qui est venue plus tard, ce sont encore, je dirais, pour reprendre mon histoire, les plus jeunes, à peine sortis du berceau, donc les fameux baladins ou d'autres appellations, qui elles sont venues beaucoup plus tard, je pense, dans les années 90, en tout cas en Belgique, et qui ont en Belgique et particulièrement dans le mouvement Laune, ont clôturé la tranche d'âge de l'ensemble des branches. Or, chez les Launes, les pionniers, vu que le système des scouts c'est 12-17, les pionniers sont, les jeunes adultes de 17 ans sont souvent engagés comme chefs. Et donc ce pionnier, ce mouvement n'a jamais vraiment été en expansion. Il y a eu ce qu'on appelle le clan qui était l'équivalent des pionniers. Il y a eu quelques clans, mais ça n'a pas été une évolution aussi importante que dans d'autres unités où les pionniers sont beaucoup plus jeunes. Donc le cycle de vie du scout est plus jeune. Est moins long, donc à 16-17 ans, ils peuvent encore être pionniers, tandis que chez les Launes, à 17 ans, je pense que ces jeunes adolescents sont plus adolescents, ils veulent faire autre chose de leur vie.
Je ne sais pas quels sont les plans d'avenir, donc je ne sais pas s'il y a des plans qui sont... Non, mais moi, je dirais qu'à titre personnel, je pense que quand j'ai commencé ma carrière scout chez les Preux, là, on était 35-40. Maintenant, mon fils, parce qu'il y a une génération qui suit, a repris aussi le flambeau, il a été aussi louveteau et scout. Je pense que cette troupe des Preux, ils devaient être 50 à 60. Donc il y a évidemment une... Et ça continue. Donc des nouvelles troupes se créent, je pense qu'il y a une troupe récente qui a été créée. Donc il y a un phénomène d'expansion. À titre personnel, je pense que trop, c'est trop. Parce que je crois que le scoutisme se vit en patrouille et dans un groupe qui est plutôt... Enfin, qui ne peut pas être trop nombreux, ne fût-ce que pour les activités. C'est-à-dire, moi, je me rappelle dans mes années scouts, on pouvait encore prendre facilement le train, aller au bout de la Belgique. Maintenant, ça demande des logistiques incroyables. Donc, trop. Et aussi, je pense qu'on perd la notion de... Enfin, je crois qu'au niveau de l'organisation, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Mais ça, c'est une évolution. Mais pour en avoir vécu quelques-uns, tant chez les louveteaux que chez les scouts, je pense qu'il y a un côté très, très réjouissant dans ces camps d'unité. Moi, je me rappelle d'un camp qu'on a fait pour fêter le 60e Laune en 1980 à Saint-Dalmas-de-Tente, dans les Alpes-Maritimes. On devait être 600 dans la montagne. C'était un camp incroyable. On a campé en pleine montagne. Et c'est vrai qu'on est partis tous en train. Il y avait cet effet de groupe, d'appartenance, on était tous ensemble, on connaissait l'un, on connaissait l'autre, on a marché ensemble, on a fait des jeux ensemble. Donc je dirais que c'est vraiment des grands moments pour des adolescents, je dirais, des grands moments de grande fraternité, dans le bon sens du terme. Oui, ce sont des camps où on se rend compte qu'on forme, oui, effectivement, une grande chaîne. Une grande chaîne au travers des activités, du sport, des jeux communs. Et l'appartenance, effectivement, à cette unité renforce un certain plaisir et une certaine fierté, pourquoi pas. Dans le premier, et pour moi c'est l'essence même, c'est vrai, ça m'a beaucoup marqué. J'étais en ma première année scout et j'ai eu un grave accident de vélo. J'ai été hospitalisé pendant 6 mois. Et mon CP, il s'appelait Didier Sneyers. Didier, si tu m'entends. Je me rappelle très bien, il est venu à la maison, alors qu'on se connaissait de week-end en week-end, mais lui était déjà un grand qui avait des poils aux pattes. Hein. C'était vraiment le rapport du grand au petit. Et il était venu à la maison pour prendre de mes nouvelles. Et en fait, j'avais trouvé ça extraordinaire. Parce que c'était vraiment, je dirais, cet esprit de patrouille qui est propre à ce scoutisme, qui est justement il y a le grand et qui transmet son savoir-faire, sa bonne humeur, qui transmet ce qu'il est à sa patrouille. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué parce que je trouvais que c'était quelque chose qu'il ne connaissait pas tellement en réalité, et il était venu voir comment j'allais. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Un deuxième souvenir très amusant, qui est drôle, c'est que ce qui est fort dans le scoutisme et qui est propre à ce mouvement de jeunesse dans la mythologie, c'est la notion d'aventure. On sort de chez soi, on prend le train, nous c'était au quartier Léopold, le vendredi soir, il faisait froid avec le sac à dos, on partait à l'aventure. Et une année, à un camp de Pâques, le camp de Pâques était connu en Belgique pour être le camp pourri par excellence. Là, on était à Zonhoven, dans le Limbourg, et il avait plu du premier jour, la première seconde à la dernière seconde. Et donc, on a fait un hike sous la pluie, mais trempé depuis toujours. Et on avait un de nos chefs qu'on appelait Zonhoven parce que c'était entre guillemets dans sa région. On était là à se plaindre parce qu'on était trempés, on en avait marre de marcher dans le sable, c'est une région un peu sablonneuse. Et il me rappellerait toujours, il disait « Ouais, mais non, moi, à mon époque, on dormait dans les ruisseaux. » Donc, et c'est pas qu'on le croyait vraiment, mais on lui disait « Bon, allez, pourquoi pas ? Allez, play the game, on y va. » Et je suis sûr qu'il a inventé le truc, mais c'était pour nous donner du courage. Et il y avait donc cet esprit de... Ce côté d'humour anglais dont je parlais tout à l'heure. Ce côté, on ne va pas se plaindre, il pleut, on est trempé. Même moi, de mon époque, ils étaient une bande de clettes, on dormait dans les ruisseaux. On rigolait qu'à moitié. Mais franchement, je trouvais que c'était aussi, indirectement,
cet esprit du scoutisme. Et mon dernier souvenir, et paradoxalement, il n'est pas chez les Launes. Après 20 ans de bons loyaux services, en fait, j'ai trouvé la quintessence du scoutisme dans tout ce que les Launes et de tout ce que mon parcours, dans un camp pilote. Je ne vais pas dire que ce n'était pas à Broncy, mais c'était un autre endroit. Un camp pilote qui était organisé par la FSC et qui était un camp pour des enfants du juge. Et en fait, pourquoi pilote? Parce que c'était une initiative. Et il s'était dit, on doit faire quelque chose pour des enfants du juge. Et on veut essayer de faire, justement, de faire un camp genre un camp scout pour les enfants du juge. Et donc, un de mes copains scouts de l'époque, qui était un copain d'un copain qui connaissait le chef, on a comment dirais-je, improvisé ce camp. C'était extra, c'était fantastique. On était une quinzaine de chefs, de toutes unités. Et quand on s'est présenté au début, on se présentait. Et il y avait Bison, il y avait Serval, il y avait machin. Et il dit, et nous, il y avait Olivier, il s'appelle toujours Olivier d'ailleurs, et Bernard des Launes. Il y avait toujours eu un antagonisme entre la FSC et les Launes. Et on a dit, bon, les Launes, oui, c'est les sapins verts, et vous, les autres unités, c'est un peu autre chose. Et en fait, on a tout de suite compris que ce qui nous animait, c'était le scoutisme. On était là, on avait une mission précise, on devait faire passer 15 jours à des enfants qui avaient une vie très compliquée. Et pourquoi j'ai la quintessence? Parce que c'est grâce à ces années d'apprentissage chez les Launes, dans ce scoutisme-là, que je me suis rendu compte que quand je devais, parce que moi j'étais relativement fort dans l'animation veillée, dans les jeux, là je devais sortir mes tripes pour des enfants qui étaient compliqués, difficiles, pour dire vraiment de tirer le meilleur du scoutisme pour qu'eux passent 15 jours extraordinaires. Et ce camp a été pour eux un moment exceptionnel parce que tout le monde a mis la main à la pâte, ancien chef de la FSC, ancien Laune. Et là, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un peu le climax de ma vie scout, parce que c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'avais acquis, toute cette expérience accumulée pendant ces 20 années dans ce mouvement Laune, avait pu servir à d'autres aussi. Et donc, pour moi, ça a été vraiment un souvenir très fort.